Bien, on s'était arrêté mardi dernier à la notion de trajectoire qui, je vous le rappelle, était l'ensemble des points coïncidents, c'est-à-dire l'ensemble des points qui correspondent à chaque fois à la position de votre objet et qui se déplacent au fur et à mesure. Bien, donc on est parti. Il s'appelait comment le paragraphe déjà? Petit 1 référentiel. C'était grand 1 définition, petit 1 référentiel. Quoi? J'ai j'ai pas dans trajectoire, c'est dans. Ok, d'accord, j'ai fait ça. Ok, super. Bon bah petit 2 alors. Ok. Éléments cinématiques. Alors, j'ai pas passé des siècles à vous définir ce que c'est que cinématique. En fait, en gros, c'est pas compliqué. Ce qu'on appelle la cinématique, c'est la description des mouvements. Donc, tout le formalisme pour décrire un mouvement. Et ce qu'on appelle la dynamique, c'est la description des causes de ce mouvement. Voilà. Donc, c'est pas. Il n'y a pas besoin d'élaborer. Et en fait, on va passer beaucoup de temps sur la cinématique parce qu'en fait, la description même de la mécanique, des mouvements, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et donc, vous aurez beaucoup de choses à apprendre et c'est la base de tout. D'accord? Donc, c'est exactement le même délire que les rayons, l'axe optique, tout ça en optique, ou que l'intensité, la tension et un dipôle en électrocinétique. Sauf que là, ça va être beaucoup plus vaste. Et majoritairement, la mécanique, c'est pas très compliqué. On a un mouvement particulier qu'on va décrire comme ça. On a des causes particulières qui vont être comme ça. Et les théorèmes de la mécanique, c'est brancher les deux ensemble. Voilà. Donc, entre guillemets, c'est pas compliqué. D'accord. Donc, bon. Voilà. Alors, on est parti. Donc là, ça, c'est la base. On va aller assez vite sur les éléments cinématiques, puisque c'est pas c'est pas compliqué. Et c'est surtout les trois paragraphes d'après qui est extrêmement important, qui n'est pas compliqué non plus par ailleurs, mais que vous devez savoir par cœur pour la suite. Enfin, c'est un des multiples paragraphes, ça sera par cœur pour la suite. Alors, bah, je continue avec du vert, hein. Il n'y a pas de problème, hein. On cogne dessus. On se remet dans un. Enfin, il y a quand même un petit contexte au départ. Soit donc un point M, dans un référentiel, enfin étudié, hein, voilà, en mouvement, on va faire ça, en mouvement par rapport à un référentiel muni d'une origine O. D'accord. Voilà l'idée. Donc on est d'accord qu'on a défini le vecteur position. On avait fait ça ou pas? Ou pas? Oui, c'est bon, d'accord. Voilà. Donc, on définit la vitesse du point M par V est égal à la dérivée de OM par rapport au temps. Alors, en mécanique, il arrive parfois, alors moi je ne le fais pas sur les vecteurs, mais en mécanique, il arrive parfois que la dérivée temporelle soit notée autrement, dans ce qu'on appelle la notation de Newton. Et donc on utilise la notation de Newton parce que c'est un peu Newton qui a inventé ça, d'accord? Et donc en fait, ça se note OM avec le vecteur au-dessus. Vous mettez un point. Alors moi je mets des ronds pour que vous les voyez, d'accord? Mais en théorie c'est des points, d'accord? Donc un point, ça veut dire dérivée première. C'est l'équivalent du prime en maths, sauf que c'est un point. D'accord. C'est réservé aux dérivées temporelles et c'est réservé à la mécanique. D'accord. Ça, c'est dérivée première par rapport au temps. Voilà, donc ça s'appelle la notation de Newton. Moi, je n'utiliserai pas sur les vecteurs et de manière générale, j'évite de l'utiliser, mais c'est vrai qu'en mécanique, il y a tellement de dérivations dans tous les sens que la tendance à mettre du point partout. D'accord, voilà. J'en profite pour vous parler de ça. Oui. En électrocinétique, c'est mal. Ça, c'est l'antéchrist, ça. C'est très mal. Surtout qu'il y a des il y a des i en électrocinétique et i point, moi je sais pas. Je sais pas où mettre les points dans i point. D'accord. Voilà. Donc non. La notation de Newton théoriquement est réservée à la mécanique. Donc c'est une usage après, mais voilà.
Moi, pour moi, mettre des points en dehors de la mécanique, c'est le mal. Voilà, c'est ça. Mais bon, je dis pas que c'est pas le seul à le faire. Hein, voilà. Voilà. Dérivée première par rapport au temps. C'est réservé au temps, hein, d'accord? Vous ne faites pas dérivée d'espace par rapport à ça. Et on définit l'accélération du point M par... Alors, l'accélération, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qui se note effectivement, si vous avez envie, v point. Et donc, conséquemment, c'est donc la dérivée seconde du vecteur OM par rapport au temps, ce qui vous raconte que ça se note OM point point. Voilà. Comme prime, enfin, seconde, quoi, enfin, prime en maths. Oui. Il y a un triangle, enfin un petit triangle, mais en général on ne le fait pas. Voilà. Mais sinon c'est 3 points avec en triangulaire comme ça. Ça existe. Enfin. Alors, petite remarque, les plus matheux et matheuses d'entre vous se disent, non mais attendez, on dérive à gogo des trucs, sans avoir même vérifié que ces trucs-là étaient dérivables. D'accord. Alors il s'avère en fait que le vecteur position est forcément un vecteur continu, tout simplement parce que vous ne pouvez pas vous téléporter. Non mais c'est exactement ça. Et pour la vecteur vitesse, c'est un peu plus subtil, mais effectivement, le vecteur vitesse est aussi une fonction continue dérivable, parce que sinon, ça implique l'existence d'une force infinie à un moment donné. Si vous voulez faire un saut de vitesse, en fait, tout simplement, parce que comme l'accélération est égale aux forces à un facteur masse près, si vous faites sauter la vitesse, ça signifie qu'à un moment donné, vous avez une dérivée infinie et donc des forces infinies, et donc ceci n'existe pas. Donc en fait, la vitesse est, en fait, pour résumer tout ça, le vecteur OM est une fonction de classe D2. Sur R en fonction du temps. Voilà. Donc vous avez le droit de dériver sans difficulté majeure. Là on est bien. Et non, il m'en reste un. Si je ne me trompe pas. Ce qui m'étonne d'ailleurs. Ah si, il est là. Oui, je t'écoute. Ben, on ne démonte pas les définitions jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est ça. La vitesse, c'est ça. C'est la définition de ça. Voilà. Bah, par ailleurs, si vous avez compris ce que c'est qu'une dérivée, c'est exactement de quoi ça parle. La vitesse, c'est la façon dont la position varie avec le temps. Donc ça te raconte pendant un temps d'été de combien ton vecteur OM a bougé. C'est le vecteur vitesse. L'accélération, c'est la même chose. Voilà. Dernière définition qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle le déplacement élémentaire, qui est en fait une version un peu sans temps de la vitesse. Donc c'est une dernière définition. On définit le déplacement élémentaire par... Alors, il a plusieurs notations. Moi, j'utiliserai tout le temps DL, comme ça. D'accord. Il y a un certain nombre de gens qui le notent D2OM. D'accord, ce qui revient au même. Et en fait, par définition, c'est tout simplement VDT. C'est la vitesse multipliée par DT. En fait, DL représente le vecteur déplacement du point M pendant un temps dt. C'est un déplacement infinitésimal. D'où le fait que ça s'appelle le déplacement... Alors, ça s'appelle le déplacement élémentaire, mais en fait, DL, c'est un déplacement infinitésimal. DL est le déplacement infinitésimal de M. D'accord. Si vous voulez faire un dessin pour comprendre un peu les choses, ça signifie donc que si vous avez votre vecteur OM ici, et que après ici vous avez M de t plus dt, et bien en fait votre vecteur dl c'est celui-là. C'est ça le vecteur dl. Donc c'est le vecteur dont s'est déplacé le point M entre t et d plus dt. Alors, je vais non pas vous le démontrer, mais vous le suivre aussi. En effet, mais ça c'est juste pour recoller des couches sur cette formule qu'on utilise tout le temps. Si je calcule le vecteur OM de t plus dt, équation de la tangente, toujours la même. Ça c'est le vecteur OM à l'instant t, plus, allez, cette formule-là, il faut la connaître par cœur, sérieusement quoi.
homogène. Plus dt fois quoi? C'est f de x plus dx égale f de x, c'est toujours la même. Hein. C'est l'équation de la tangente. Ouais. Enfin, mais on a l'impression que vous n'avez jamais vu une tangente de votre vie, quoi. Ouais, oui. Exactement, il faut la dérivée de OM sur dt. C'est toujours la même formule. Reprenez votre cours sur les dérivations. C'est vraiment la formule qu'il y a dedans, elle est tout le temps. Et là, je vous rappelle, je vous informe, hein. Je ne sais pas si vous ne voyez pas, mais enfin, si vous voyez, pardon, je l'utilise tous les jours, celle-là, depuis 2 semaines. Un peu de choses près. Elle pop tout le temps. Regardez, parce que je fais du déplacement élémentaire partout. D'accord? Et donc, ça a le bon goût d'être le vecteur V. Donc, vous voyez bien que OM de t plus dt, c'est OM plus ce truc-là. Et ce truc-là, c'est bien dl. C'est-à-dire V dt par définition. On est d'accord? Genre de raisonnement très 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 important dans ces histoires. On est au clair? Très bien. Et donc là, on va arriver dans un truc hyper important. Mais vraiment, là, il y a à la fois de la définition et des propriétés de base. Et en fait, il y a quasiment les 2/3 des problèmes de... Enfin, les 4/5 des problèmes de mécanique qui sont dans ces paragraphes-là. En gros, vous copiez-collez ces paragraphes et vous le mettez là. Donc c'est trivial, c'est simple, et vous vous plantez, enfin vous, en tout cas vos prédécesseurs et prédécesseuses, se plantent tout le temps parce que vous ne faites pas d'effort de mémoire, et quand on vous dit « Ah, c'est quoi un oscillateur harmonique ?» vous êtes là « c'est quoi un mouvement circulaire ?» Je ne sais pas, d'accord? Donc apprenez ces putains de paragraphes, s'il vous plaît. Merci. Arrêtez de passer pour des gogoles. Voilà. D'accord? Vous n'en êtes pas, donc arrêtez de faire comme si, hein, à un moment donné, vous avez un dans le crâne. Donc, petit 3, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et on va le mettre en rouge avec des néons partout, des petites licornes qui sautent. Mouvement particulier. Donc, en fait, je deviens un peu plus sérieux, mais en fait, ça fait partie des paragraphes que quand vous les lisez, vous vous dites « Ah putain, c'est hyper facile ». Donc, vous les apprenez pas. Et puis, en fait, c'est l'outil qui vous manque. Voilà. Et donc vous allez apprendre l'accélération sphérique comme des guignols, mais par contre ça, vous avez, oh non, ça c'est bon, j'ai compris qu'un cercle c'était un cercle avec des prises qui m'embrouillent, et quand on vous pose un mouvement satellitaire, et vous êtes là et vous racontez n'importe quoi, d'accord? Donc on est parti, on va faire ces mouvements particuliers maintenant. Donc, on va commencer par des définitions, d'accord? Il y a 3 mouvements particuliers que vous avez à connaître, le mouvement rectiligne, le mouvement uniforme, et le mouvement circulaire. Alors, rectiligne uniforme, c'est quand les deux se font bisous entre eux. D'accord? Voilà. Donc, on est parti. Donc, plus exactement, un mouvement. Alors, ok. Un mouvement est dit uniforme si et seulement si, quel que soit, enfin, pas quel que soit, si et seulement si, le module de la vitesse est égal à une constante. Ça, c'est un mouvement uniforme. Je sais, ça a un nom pourri. Uniforme, ça veut dire que ça ne change pas dans l'espace. Alors en fait, c'est juste une histoire de point de vue. Un truc qui a un mouvement à vitesse constante, ça signifie qu'à n'importe quel point qu'il va atteindre dans la trajectoire, le module du vecteur vitesse sera le même. D'accord? D'où le fait qu'on parle de uniforme, mais je suis entièrement d'accord avec vous qu'on pourra appeler ça autrement. On n'étant pas moi, c'est comme ça, d'accord? Donc un mouvement est dit uniforme si et seulement si la norme du vecteur vitesse est constante. Pas le vecteur vitesse, que sa norme. On est d'accord? Donc vous pouvez avoir des mouvements circulaires uniformes, où le vecteur vitesse il bouge. D'accord? Bien. Ensuite, un mouvement est dit rectiligne, si et seulement si, au contraire, je t'écoute, c'est quoi? Bah si, puisque le vecteur vitesse il bouge. Alors, mais j'adore, parce qu'au moins on a la conversation. Dès maintenant, voilà, on crève l'abcès, là, ça en a partout dans le mur. Là. Donc, j'ai pas dit que le vecteur... J'ai fait un cours entier de 2 heures sur le fait qu'un vecteur possède 2 caractéristiques. Sa norme et sa direction. Donc, si la norme de la vitesse est constante, vous ne savez absolument rien sur la direction.
Et donc, le vecteur accélération, a priori, est non nul. Deuxièmement, je t'ai vu, Simon. Je t'ai vu. Vous n'avez aucun théorème dans votre cours vous disant que la dérivée de la norme, c'est la norme de la dérivée. Pour cause, c'est un théorème de merde. C'est pas un théorème, ça marche pas, c'est faux. Donc, la norme de l'accélération n'est pas forcément constante non plus. Ou nulle, ou je sais pas quoi. D'accord? Donc, aucun rapport, les fils uniques. C'est tout. Voilà. La définition, et c'est tout. On va voir les conditions pour lesquelles ça marche. Et c'est aucune de celles-là. Voilà. Bien. Deuxième définition. Elles ne sont pas dans le même ordre, mais c'est pas grave. Un mouvement est dit rectiligne si et seulement si la trajectoire est un segment ou une demi-droite ou une droite, enfin comme vous voulez. D'accord? Voilà. Si et seulement si la trajectoire est portée par une droite. Voilà la définition d'un mouvement rectiligne. Jusque-là, c'était pas très compliqué. D'accord? Et un mouvement est dit circulaire si et seulement si la trajectoire est portée par un cercle, est un arc de cercle. D'accord. Petite remarque, un mouvement circulaire, c'est pas forcément comme ça. Un pendule simple, c'est un mouvement circulaire. D'accord? Ça fait des bouts de cercle. Ok? Donc, dernier mouvement. Un mouvement est dit circulaire si et seulement si la trajectoire est portée par un cercle. On est d'accord que les deux dernières définitions, ça va, je vous ai pas trop tué. Oui, Samy d'abord, Simon ensuite. Dans le cours, c'est écrit si U est en constante, alors la dérivée de U est orthogonale à U. Exact, ça je suis d'accord. Mais quand on a écrit U, du coup, ça veut dire que l'accélération est perpendiculaire à U. Donc à la vitesse. Oui, à la vitesse. Exact, c'est la conséquence immédiate d'avoir un mouvement uniforme. Du coup, moi, si je. Est-ce qu'on peut donner un exemple ici De mouvement uniforme? Et qui ne soit pas rectiligne, je suppose. Oui. Un mouvement circulaire uniforme. Que vous connaissez? Non, un mouvement rectiligne. Un mouvement rectiligne? Un mouvement rectiligne. Du coup, si je vais comme ça à la même vitesse. L'accélération est toujours collinaire à la vitesse. Ah oui, c'est carré. Parce que là, tu t'as changé de question entre les deux, quand même. Donc, moi, je m'adapte, hein, mais c'est compliqué. Je peux pas avoir un mouvement rectiligne. Uniforme, on peut avoir les deux en même temps. Uniforme. Et rectiligne. Auquel cas, là, l'accélération est nulle. Là, oui. Puisque l'accélération est à la fois collinaire et perpendiculaire à la vitesse, et il n'y a pas des millions de façons de réaliser ça, sauf avec le vecteur nul. Simon, tu avais une question? Oui, je m'étais joué. Est-ce qu'une ellipse, on peut la décomposer en cercle ou pas? Oula. qui plaît en PLS? Non. Non. Toute l'histoire de l'astronomie est fondée exactement sur ce problème-là. C'est que tu peux faire une approximation, tu ne peux pas faire une approximation correcte, y compris, alors je te rappelle que quand même, le mouvement circulaire le modèle du mouvement circulaire est un mouvement extrêmement fécond. En fait, on invente la transformée de Fourier sans le raconter. Je te rappelle que les modèles arabes sur le sujet, c'est des centaines de cercles qui bougent les uns par rapport aux autres pour essayer de reprendre le truc et qu'on finit par se coller à la fin. Parce qu'on ne peut pas, sauf avec un nombre infini de cercles, décrire une ellipse avec que des cercles. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est aussi d'ailleurs pour ça que le modèle de Copernic, en fait, en vrai, est un modèle qui n'est pas plus performant que les autres. Il est juste beaucoup plus simple. Et donc, tu peux faire des calculs plus rapidement. Et donc, tu peux te rendre compte qu'en fait, c'est une ellipse, les orbites qui te font chier. Voilà. Mais sinon, non. Manque de chance. Un manque de chance. Non, une ellipse, c'est pénible. C'est pénible. Néanmoins, si on prend beaucoup d'avance sur le cours,
quand on vous dit que la trajectoire terrestre, par exemple, est elliptique, il faut bien comprendre que ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est vrai, c'est pas du tout un problème, mais le premier effet d'avoir une ellipse, c'est un décalage du centre. En gros, si vous regardez la trajectoire terrestre, c'est manifestement un cercle, sauf que le cercle n'est pas centré sur le Soleil. Il faut atteindre ce qu'on appelle une excentricité plus importante pour commencer vraiment à voir une déformation nette de la trajectoire. Et là, c'est ce qui se passe avec Mercure, ce qui se passe avec Mars, etc., etc. Mais la Terre a une trajectoire circulaire, sauf que le centre n'est pas au Soleil, il n'est pas sur le Soleil. Non, non, ça bouge pas. Non, ça bouge pas, pas trop. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que le paramètre des ellipses s'appelle l'excentricité. C'est le décalage. On en parlera, non pas en fait, parce que les ellipses sont plus programmées. Je reviens. Donc maintenant que j'ai mes trois définitions, on va éclaircir. Dans un premier temps, il y aura un deuxième paragraphe qui s'appellera mouvement particulier, mais en version force, d'accord? Mais pour l'instant, en tout cas, on va mettre les bases de ce truc-là, et on va essayer de comprendre les règles de base sur ces trois mouvements-là. Donc, effectivement, si vous avez appris votre cours sur les vecteurs, vous savez qu'un mouvement est uniforme, donc si et seulement si, l'accélération est perpendiculaire en vecteur vitesse, quel que soit t. D'accord? Donc, conséquence, un mouvement est uniforme, est équivalent à dire que, quel que soit t, l'accélération est orthogonale à la vitesse. D'accord? Et donc, effectivement, si vous prenez un exemple, d'accord, le mouvement circulaire uniforme, c'est comme ça. D'accord? L'accélération est toujours perpendiculaire à la vitesse. En fait, grosso modo, je vous rappelle que la dérivée d'un vecteur, c'est la façon dont vous le tirez. Donc, grosso modo, en fait, vous passez votre vie à tirer votre vitesse perpendiculairement à elle. D'accord? Et l'accélération doit s'adapter pour que le mouvement reste circulaire. Voilà l'idée. Oui? Ce qu'on a appelé en terminale UT et UN, c'est... Non, rien à voir. UT et UN, c'est les vecteurs de la base de Fresnel. C'est des vecteurs unitaires, ils sont sans dimension. Voilà. Ouais, c'est des vecteurs unitaires. Voilà. Mais t'inquiète pas, on va les retrouver, hein, N et T. Vous les appelez UN et UT en terminale? Ah, mais c'est trop bien ça. Oui, enfin, vecteur principal et tangente et... Ouais, parce que théoriquement, c'est grand T et grand N qui sont des notations que je déteste. Mais parce que justement, on a l'impression qu'on parle de force, là, en l'occurrence. Mais je vais regarder, je vais me pencher de près. Si je modifie une notation, ça m'arrange. Non, parce que ça m'arrangerait beaucoup pour le coup. S'il y a une glissade officielle sur le fait qu'on a des notations un peu plus digérables pour Fresnel, je prends très vite. Là. Voilà. Donc, merci pour cette information. Je vais regarder ça très vite ce week-end. Donc on est parti. Voilà. D'accord, mouvement. Donc là, hein, souvenez-vous que c'est pas parce qu'un mouvement est uniforme que l'accélération vaut 0. D'accord, l'accélération est juste perpendiculaire à la vitesse. Point barre. Deuxième conséquence, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est des conditions nécessaires et suffisantes, donc c'est des trucs comme ça, il n'y a rien d'autre à raconter. Pour avoir un mouvement rectiligne, un mouvement est rectiligne. Alors, le mouvement est rectiligne, ça signifie, alors faites attention, ça ne veut pas dire que OM est forcément toujours collinaire à lui-même, parce que si O n'est pas sur la droite, ça ne marche pas bien. Par contre, vous pouvez toujours trouver un point qu'on peut appeler M1 d'origine, et là, le vecteur M1M, lui, sera toujours comme ça. Comme M1 est fixe, quand vous allez dériver OM, vous pouvez dire que la dérivée de OM, c'est la dérivée de OM1 plus la dérivée de M1M. On est d'accord? Dérivée de OM, ça vaut 0, puisque c'est un vecteur, dérivée de OM1, ça vaut 0, puisque c'est un vecteur constant. Et donc, grosso modo, en fait, vous pouvez toujours raisonner sur un mouvement rectiligne, comme si l'origine était sur la droite. D'accord? Je vous rappelle que n'importe quel point fixe peut servir d'origine dans un référentiel, donc vous n'avez pas de problème. À partir de ce moment-là, ça signifie donc que votre vecteur OM, en ayant bien choisi O, est de direction constante, et donc ça vous raconte que le vecteur vitesse est lui aussi, mais il est comment surtout? Ça c'est le théorème que Samy a cité tout à l'heure. Si un vecteur est de direction constante, ça signifie que sa dérivée est toujours collinaire à ce vecteur. D'accord? Donc ça, un mouvement rectiligne est équivalent à dire que V, enfin quel que soit T, V est collinaire à la direction de la trajectoire. D'accord? Donc ça veut dire que votre mouvement il est comme ça.
et que votre vecteur vitesse, bah, quoi qu'il arrive, il est collinaire à ce truc-là. D'accord. Donc faites attention, ça ne veut pas dire que V est collinaire à OM, parce qu'il faut que O soit sur la trajectoire pour que ça marche. D'accord. Donc, si vous voulez le réécrire un peu mieux, avec un truc vectoriel, ça vous raconte que et ça c'est équivalent à dire que quel que soit T, V est collinaire à M de 0, M de T. D'accord. Le point de départ de votre... la position de départ de votre point et la position à n'importe quel instant de votre point. D'accord. Voilà. C'est ça l'idée. Voilà un mouvement rectiligne. De ça, on va pouvoir effectivement en déduire qu'un mouvement est rectiligne uniforme si et seulement si l'accélération vaut 0. Tout simplement parce qu'il faut que la vitesse soit tout le temps collinaire à ça, perpendiculaire à ça. Ça va finir par poser 2-3 problèmes. D'accord. Donc, troisième point, un mouvement est rectiligne et uniforme. Alors le et en général est enlevé, est équivalent à dire que l'accélération est égale à 0. Et c'est équivalent à dire que le vecteur vitesse est égal à un vecteur constant. Rectiligne uniforme, c'est-à-dire que votre vecteur vitesse, c'est toujours le même. Il a toujours la même direction, toujours la même norme. Et donc là que le vecteur accélération est vraiment nul, puisque les deux composantes physiques de la dérivée sont nulles. Oui. Et quand vous dites que V est collinaire à la direction de la trajectoire, Oui. donc cette direction de la trajectoire, C'est la droite, quoi. c'est comme l'accélération. Mmh, L'accélération. non, pas forcément. L'accélération n'a rien à voir dans cette histoire. L'accélération peut être nulle, là, tu vois, par exemple. Parce que dans le cours, c'est écrit direction constante par la vitesse collinaire à l'accélération. Oui, la vitesse, c'est la direction, en l'occurrence. D'accord. Ah, tu veux que je rajoute un truc? Oui. D'accord, si vous voulez, ok. C'est aussi une conséquence, je peux le mettre, effectivement, que l'accélération est toujours collinaire à la vitesse. Et donc de direction constante. On est d'accord? Tout simplement parce que si votre accélération n'est pas collinaire à la vitesse, ça signifie que votre vitesse à un moment donné va changer de direction. D'accord? Et donc, etc. etc. Voilà. Oui. Un point immobile, alors l'immobilité c'est absolument génial, c'est n'importe quel mouvement. C'est un mouvement avec uniforme, c'est un mouvement circulaire uniforme, c'est un mouvement uniforme c'est sûr, vu que la vitesse ne bouge pas. Voilà. Donc tu peux toujours voir l'immobilité comme un cas particulier d'à peu près n'importe quoi. Voilà. Donc oui, effectivement, l'immobilité, c'est ça. Donc, si tu penses à la seconde loi de Newton en particulier, enfin non, au principe d'inertie, pardon, on peut tout ramener dans accélération nulle égale mouvement rectiligne uniforme. Enfin, pour moi, l'immobilité et le mouvement rectiligne uniforme, c'est la même chose. Voilà. Enfin, c'est un cas particulier. Oui. Non, pas forcément. Tu le sais, si tu es dans une voiture et que tu es sur une route tout droite, tu peux avoir une accélération juste pour changer la norme de ta vitesse. D'accord. Voilà. En gros, par contre, la seule chose que l'accélération a le droit de faire, c'est changer la norme de la vitesse, donc l'accélération doit être collinaire à la vitesse. D'accord. Encore une fois, nourrissez-vous de votre cours sur les vecteurs et sur ces histoires de dérivation, c'est hyper important parce qu'en fait, tout est dedans. Tout ce que je raconte là, c'est juste, je remplace U par V et du sur dt par accélération, quoi. Oui. En fait, par exemple, quand on est en mouvement circulaire, Oui. le vecteur accélération, donc la norme de V fois la dérivée du vecteur unitaire de V. C'est pas homogène. Ah. Si. D'où ça sort ça? En fait, j'ai juste pris norme de V fois Oui. V et je l'ai Oui, ça je prends. D'accord. Oui, c'est ça. ça. Et c'est ça qui fait du freinet à un moment donné ou à un autre. Voilà. Et la dérivée, mais sauf que vous ne connaissez pas encore les dérivées des vecteurs unitaires, mais ça marche, je suis d'accord. C'est bon, je prends. Voilà. Et du coup, j'ai deux questions. Oui. Physiquement, la norme, par exemple, de la vitesse, C'est sa mesure. c'est sa mesure. Donc, par exemple, En mètres 5 secondes, mètres par seconde. c'est ça, tout à fait. Et c'est ça qui m'a fait bugger parce que si on dit qu'elle est constante, ça veut dire qu'elle change pas selon le temps. Certes, mais ça ne veut pas dire que c'est zéro. Oui. Oui,
C'est-à-dire que si je dessine le vecteur V là, il aura la même longueur. Oui. Donc si je mesure la vitesse là, ça sera toujours 5 mètres par seconde. Et la norme de l'accélération. La norme d'accélération, c'est en mètres secondes moins 2. Elle n'est pas nulle non plus. Si elle était nulle, on n'aurait pas un mouvement circulaire. Je sais pas ce qui te fait bugger en fait. Bah, c'est l'histoire de normes en fait. C'est parce que si V s'écrit norme de V fois effectivement son vecteur directeur. Donc si vous voulez vous retrouver vos trucs de Freinet de l'année dernière, effectivement, c'est la norme de V fois UT. D'accord? Et effectivement, l'accélération, ce sera donc la norme de V fois la dérivée de UT par rapport au temps. Sauf que pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est que la dérivée de UT par rapport au temps. Voilà. Et c'est là qui va porter le fait que c'est... Alors, comme UT est un vecteur de norme constante, sa dérivée est perpendiculaire. Donc là, on retrouve le fait que UT va être... Enfin, c'est UN en l'occurrence, hein, d'accord? Ça va être perpendiculaire. Et ensuite, ça va avoir une valeur. Mais pour l'instant, vous ne la connaissez pas. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on ne fera pas ça en Freinet, on fera ça en polaire. Hein, ça va être plus rapide, plus efficace. Bon. Mais bon, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, vous n'avez aucune information quantitative sur les vecteurs. Vous n'avez que des informations sur leur direction. Vous ne pouvez pas deviner pour l'instant comment ça se passe. Moi, je sais, mais vous pas encore. Simon, une question? Quand je dis un mouvement uniforme, c'est que la norme de la vitesse est constante. Voilà. l'accélération est collinaire des vecteurs. Si je prends une voiture qui roule tout droit, Ouais. le vecteur d'accélération est Collinaire à vitesse, parce que dès qu'il... pourtant il y a ah mais non mais il y a la phase de réaction du support. Tout à fait. D'ailleurs, s'il n'y a plus la réaction du support, tu as un mouvement beaucoup moins rectiligne. Parce que tu te casses la gueule. Voilà. C'est ce qui se passe quand tu passes la falaise, quoi. Voilà. Donc, t'as tout compris. C'est la première manifestation du fait qu'à un moment donné, le poids est là, genre, salut. En fait, je n'avais pas disparu. Voilà. J'en suis où? Ici. Voilà. Dernière chose. Un mouvement est... Oh, s'il vous plaît, là. Un mouvement est circulaire. Alors ça, c'est équivalent à dire un truc qui est quasiment la définition. C'est que le vecteur OM est de norme constante. À une condition, c'est qu'on a choisi O où au centre du cercle. Si O est le centre du cercle. D'accord? C'est bon, on est d'accord que ça, c'est la définition de mouvement circulaire? Ça, c'est donc équivalent à dire quoi? Donc tout d'un coup, on retombe sur un vecteur de norme constante. Ça vous raconte donc que la vitesse est orthogonale à OM. D'accord? À tout instant. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez. Si vous tracez un mouvement circulaire, alors en fait, OM, ici, votre vitesse est tangente au cercle. C'est-à-dire, oula, la perpendiculaire de l'horreur, là, voilà. Et tangente au cercle, c'est-à-dire perpendiculaire au rayon. Oui. Alors, si c'est uniforme, l'accélération sera perpendiculaire à V. Si c'est pas uniforme, vous aurez deux composantes de l'accélération. Une composante qui sera vers le centre, qui sera responsable du caractère circulaire, et une composante tangentielle qui sera responsable de la variation de la vitesse le long du cercle. D'accord? Donc pour l'instant, en tout cas, si je fais que circulaire, là, je ne peux pas aller plus loin. L'accélération, j'ai aucune idée dessus. Elle pourra être comme ça, enfin voilà. On ne sait pas. Oui. Pardon? Alors, tangentielle, c'est comme ça. Normal, c'est comme ça. On va le voir après. Radial, orthoradial, c'est pareil. Tangentielle, c'est celle qui est tangente à la trajectoire. Donc, c'est le ET ou le UT que vous avez croisé avec Freinet, mais si tu n'as pas fait option physique, Freinet, tu n'as pas croisé. Voilà. Mais c'est juste tangent à la trajectoire, quoi. C'est pas très compliqué. On est d'accord sur ces trois trucs-là? Ça, c'est à connaître par cœur. Et à comprendre, cette conversation était extrêmement riche. Il est 5 que vous vous trompiez au départ. À un moment donné, il faut s'arrêter. Voilà, c'est juste ça. Ouais. On sait pas. Si
c'est uniforme, oui. Mais pour l'instant, il n'est que circulaire. Donc effectivement, si vous voulez mettre ensemble circulaire et uniforme, alors effectivement, l'accélération sera portée par OM. Mais on est d'accord là-dessus. Si l'accélération, alors c'est quelle méthode parce que la vitesse n'est pas uniforme et parallèle à vecteur vitesse, et pas parallèle. Collinéaire. Si c'est collinéaire vecteur vitesse et c'est tout, tu n'auras pas un mouvement circulaire. Tu as un mouvement rectiligne. Alors, ça, oui, ok. Voilà. Mais si c'est dans une direction et que c'est pas. Alors en fait, il faut que ça s'adapte. En gros, si tu veux rester sur un mouvement rectiligne et que tu veux avoir un truc non accéléré, il faut que ton accélération dans ce sens-là et ton accélération vers le centre s'adaptent aux variations de vitesse que tu es en train de faire. Autrement dit, si tu es sur un satellite et que tu mets un petit coup de boost, tu vas passer sur une orbite elliptique. Tu resteras pas en circulaire. Si on est accroché. Si tu es accroché à un fil, le fil va s'adapter. La force exercée par le fil va s'adapter pour que tu restes sur un truc circulaire, en gros. C'est ce qu'on appelle les forces adaptatives. C'est ça l'idée. En gros, les forces qui contraignent le mouvement sont donc obligées d'adapter leurs normes pour que justement ça se passe bien. Ça, c'est un truc ultra connu, quoi. C'est des trucs d'adaptation. En gros, dès que tu as des trucs de tension, des réactions de support, en fait, tu vois, je pose ça. Le support, lui, il empêche juste le truc de traverser. Et donc, in fine, il va exercer exactement la force qu'il faut pour que ce truc-là bouge pas. C'est-à-dire que si tu modélises l'action du support comme une force, en fait, ce modèle-là, c'est juste une force qui compense le poids. Qui fait la même norme. Qui fait la même norme que le poids. Et donc, tu vois que c'est adaptatif en fonction des objets que je pose dessus. Ça s'adapte, quoi. Parce que ça contraint le mouvement. Ça va. Et la personne en voiture, elle prend un rond-point et que par exemple, on tourne Oui. à la gauche. Oui. D'accord que nous, on va coller vers la droite. Alors en fait, factuellement, vous n'allez pas vers la droite. Alors ok, ça c'est bon, on va avoir cette discussion, c'est une discussion importante. Vous êtes donc sur un rond-point, vous prenez le rond-point, puis vous ralentissez pas assez, donc c'est suffisamment rapide pour que vous commenciez à percevoir un truc qu'on appelle la force centrifuge. Il n'existe pas de force centrifuge, ça n'existe pas, d'accord, en vrai, puisqu'il n'y a pas de petit lutin qui vous pousse dehors. En fait, toi, tu vas aller tout droit, quoi qu'il arrive. Mais comme la voiture tourne, et que tu es attaché à la voiture, pas forcément par ta ceinture, tu as aussi le fait que tu es assis dans un fauteuil, etc., d'accord. Eh bien en fait, la voiture t'entraîne avec elle. Et là, ce qui se passe d'un point de vue réinterprétation, c'est que toi tu dis, tiens, c'est marrant. En fait, ce que tu ressens, c'est pas une force qui te pousse vers l'extérieur, en fait. Ce que tu ressens, c'est que la voiture te pousse, et donc tu dis, bah, si la voiture me pousse par là et que je bouge pas, c'est que probablement, elle compense une force, simplement parce qu'effectivement, si dans un support, tu ressens une force du support, par habitude, c'est parce que toi, tu exerces une force perpendiculaire au support. Et donc, quand la voiture te pousse vers l'intérieur de la voiture, tu dis, bah, c'est parce que quelque chose, et parce que tu as l'impression, effectivement, physiquement, dans ton expérience quotidienne, qu'en fait, quelque chose te pousse vers l'extérieur. Or, en fait, rien ne te pousse vers l'extérieur. Toi, tu veux juste aller tout droit. Sauf que comme la voiture tourne, si tu veux rester solidaire de la voiture t'empêche d'aller tout droit, globalement. Vous pouvez faire exactement la même manip avec... voilà, vous louez une camionnette et vous vous asseyez sur un fauteuil de bureau, un truc qui roule, quoi, n'importe quoi. Et au premier virage, bah, tu vas te prendre la paroi, quoi. Parce que tu vas aller tout... Et en fait, en vrai, toi, tu auras l'impression d'avoir fait une trajectoire bizarre, mais en fait, toi, tu seras allé tout droit. Juste quand la voiture va tourner, toi, tu vas continuer tout droit. Et s'il n'y a pas de mur, bah, tu vas aller tout droit. Sans problème majeur. D'accord? Voilà. C'est rigolo. D'ailleurs, si vous jetez un truc par la fenêtre de votre voiture, d'accord, vous avez l'impression que le truc part vers l'arrière. Je vous rappelle que ce truc va vers l'avant. S'il n'y a pas de frottement là, il descend tout droit. D'accord? Bah parce que toi, oui, parce que tu as un moteur. C'est pas que tu es plus rapide, c'est que toi tu as un moteur qui te permet de rester à vitesse constante, alors que le truc qui lui est libre dans l'air va prendre des frottements en pleine tronche, et donc va ralentir considérablement, et donc tu vas le dépasser en fait. Mais ça s'arrête là. D'accord? Ça y est, on est d'accord? Donc souvenez-vous que ce genre de jeu n'existe pas, c'est juste tu vas aller tout droit. Ouais. Si on a vitesse constante, si tu es à vitesse constante, l'accélération est nulle. L'accélération est nulle, tout à fait. Si on a des forces de frottement. En fait, si tu as les forces de frottement, ça signifie que tu dois fournir l'énergie pour compenser les forces de frottement. Donc, si tu es à vitesse constante dans une voiture, tu as une force motrice vers l'avant, une force de frottement vers l'arrière, et la somme des deux vaut 0. Quand même pas d'accélération.
Non, et pas l'accélération. Bah non, la vitesse change pas. Par définition, pas l'accélération, parce que la vitesse change pas. Ouais. Bah non, si tu as de l'essence, ça diminue pas. Voilà, ça y est. Non, mais c'est toutes ces réflexions-là, c'est hyper intéressant, hein, la mécanique, c'est un truc ultra pratique par ailleurs. Donc, posez-vous des questions, voiture, machin, c'est important, hein, tout ça. Mohamed. Mohamed. Les forces de France, c'est une force. C'est pas une accélération, donc. C'est pas homogène. Non, mais vraiment, je vais être chiant et c'est vraiment, faut bien distinguer les choses. Il y a un impact de la force, de toutes les forces sans exception, sur l'accélération. Mais si on appelle un truc l'accélération un truc des forces, c'est pas les mêmes bêtes, d'ailleurs, ça n'a pas la même dimension. Il y a une masse entre les deux qui se promène. Samy. Là, quand il a une vitesse constante, Oui. on parle. Du vecteur, là j'ai compris que dans sa question, c'était on avançait tout droit sur une route à vitesse constante. Donc c'est tout le vecteur, c'est-à-dire la norme et la direction sont constantes. Voilà. C'était ça ta question. Voilà. Donc non, et méfiez-vous effectivement parce que dans le vocabulaire courant, quand on dit qu'on avance à vitesse constante, c'est qu'on avance avec le compteur constant. D'accord? Et donc, y compris quand on prend un virage. Donc là, on n'avance pas avec un vecteur vitesse constant. On avance avec un vecteur vitesse qui est une norme constante dans un virage. Donc là, il y aura une accélération, obligatoirement. D'accord? Oui. C'est pour ça qu'il faut mettre plus de gaz pour rester à vitesse constante en roulant. Pourquoi j'ai l'impression que non? Non. Parce que moi, si je vais tout droit et si je commence à tourner, enfin, le sens, il faut que je mette plus quand même pour garder la vitesse. Au compteur en tout cas, mais. D'instinct, non. Mais d'instinct, non. Attends, quand même. Probablement pas, non. Sauf si tu dérapes, a priori. C'est pas juste avec la perception où ça nous fait En général, tu ralentis avant le virage et t'accélères dedans. C'est comme ça qu'on apprend à conduire en général. Donc c'est ça l'idée, c'est juste pour pas sortir dans le décor et tu peux réaccélérer dans le virage une fois que tu as bien adapté tes pneus, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Mais je crois que globalement, tu n'as pas besoin de faire ça. Oui, je t'écoute. Ah, parce que pour l'instant, tu connais pas le principe de l'inertie, mais en fait, l'accélération, c'est la masse. L'accélération, c'est la somme des forces divisée par la masse. Donc, si l'accélération est nulle, la somme des forces doit être nulle. C'est ça. Et donc, dans une voiture, tu as toujours des frottements quand tu te déplaces. Et donc, tu as forcément une force qui compense ces forces de frottement, sinon ton accélération est non nulle. Voilà. Oui. Et cette force, c'est. Petite remarque, la force qui fait avancer une voiture n'a rien à voir avec le moteur. La force qui fait avancer une voiture, c'est les pneus qui tirent qui poussent la route vers l'arrière. Et effectivement, le moteur, lui, s'adapte pour que ce truc-là fonctionne. D'accord? C'est un truc vraiment en deux temps. Il faut même plus dire. Cool. Ok. Il me reste encore 10 minutes, donc je vais gratter un peu. Voilà. Et grand 2, donc, système de coordonnées. Allez, on se reconcentre, il vous reste 10 minutes, j'enchaîne. Système de coordonnées, système au pluriel, vous allez en voir 4, enfin 5, enfin bon, ça dépend comment on compte. Alors, on s'en fout, mais voilà, c'est comme ça. Bien. Donc, tous les systèmes de coordonnées sont... Alors, on a déjà vu la définition d'une base, d'accord? Ok. Dans notre cours sur vecteur. Oui, pardon. Mais c'est important, donc je voulais mettre un important, mais j'ai déjà fait ça. Tous les systèmes de coordonnées sont basés sur un système de coordonnées qui s'appelle le système de coordonnées cartésien, que vous connaissez en fait déjà, en particulier dans sa version à 2D. D'accord? Vous le connaissez probablement en 3D déjà. Donc, coordonnées cartésiennes, ou système de coordonnées cartésien, ou système de coordonnées cartésiennes, ça dépend avec quoi vous accordez, d'accord, mais bon, on s'en fout. C'est Descartes. Donc, historiquement, Descartes, c'est le mec qui a trouvé ça, et en fait, il avait une grande prétention, c'est pas mal, parce que pour le coup, ça permet de résoudre pas mal de choses, mais c'est pas tout à fait vrai, qui est que la géométrie, ça sert à rien, il suffit de taper un coup de calcul dessus, et puis ça va marcher, quoi. Voilà. C'est ça le but du jeu. D'accord, la géométrie analytique, c'est assez violent. Alors, donc en fait, un système de coordonnées, c'est tout simplement la donnée d'une origine et d'une base. Rien de plus, d'accord? Donc ça, de manière générale. C'est même pas une définition, c'est juste pour qu'on sache de quoi on parle. Un système de coordonnées est la donnée
d'une origine et d'une base. Donc, grosso modo, ça se note O, E1, E2, E3, puisqu'une base c'est E1, E2, E3 et une origine c'est O. D'accord? Voilà. Alors, on définit. Peut-être du vert, ça serait peut-être pas mal quand même. Les coordonnées cartésiennes par une base fixe, d'accord, orthonormée, directe. Et en fait, la seule chose qu'on va faire, c'est juste lui donner un petit nom. D'accord? Donc cette base, au lieu de les appeler E1, E2, E3, on va les appeler EX, EY, EZ. Voilà la définition du système de coordonnées cartésiennes. Donc, si je fais un dessin, c'est pas extrêmement compliqué. Il y existe plein de façons de représenter une base orthonormée directe, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on représente ça comme ceci, c'est-à-dire en 3 dimensions, d'accord? Donc avec un angle droit ici, un angle droit ici, un angle droit ici. Donc là, c'est le support finalement de mes 3 systèmes de coordonnées. Et j'ai donc mon vecteur EX qui va être comme ça, mon vecteur EY qui va être comme ça, et mon vecteur EZ qui va être comme ça. Voilà une magnifique base orthonormée directe, d'accord? Vous êtes d'accord qu'elle est directe celle-là? Oui. Le placement des vecteurs a une grosse influence, il faut le placer dans le bon ordre. Tu ne peux pas inverser EX et EY. Tu peux faire 2 inversions, mais pas un nombre impair d'inversions. D'accord? EX, EY, EZ, d'accord? On est en direct. Oui. Alors, si, on pourrait. D'accord, hein, si vous voulez, hein, si vous avez aimé le poids, vous pouvez par exemple le représenter comme ça. Alors, on peut faire EX, EY et EZ. Donc là, ça serait. Donc là, c'est comme si j'avais pris ça et que je l'avais retourné comme ça, par exemple. Vous pouvez également l'écrire comme ça. EX, EY et EZ. Comme ça, ou là, je le regarderai dans ce sens-là, par exemple. Voilà. Mais quand même, pour se représenter le truc, là, je fais des dessins entre deux. Mais je suis entièrement d'accord avec toi que c'est ça dont on parle dans cette histoire. Donc là, vous êtes d'accord qu'on tourne de EX vers EY et que EZ est vers vous. Ce dessin-là, c'est comme si vous regardiez le truc du dessus. D'accord? Alors, ce qui est extrêmement important, et ça fait partie des multiples définitions triviales de ce cours sur lesquelles vous vous asseyez alors qu'elles sont hyper importantes, c'est la définition donc des coordonnées. Parce qu'en fait, un système de coordonnées, comme son nom l'indique, contient également des coordonnées. Okay, voilà. Donc en fait, des paramètres qui vont décrire la position de M. Et donc, on va définir 3 grandeurs, X, Y et Z, d'accord, par rapport au vecteur OM. On définit la composante X comme étant le produit scalaire entre OM et EX. Si vous avez compris, Y, c'est OM scalaire EY. Et Z, c'est OM scalaire EZ. Ça, c'est la définition des vecteurs des 3 composantes de base, ou des 3 coordonnées de base de ça. Alors, petite remarque, pour l'instant, ça ne se voit pas, mais le mot coordonnées est un sale mot dans ce contexte-là. On parle de coordonnées comme étant les paramètres décrivant la position de M. Il n'y a que dans le système cartésien que les coordonnées sont les coordonnées du vecteur OM. Ici, c'est le cas. D'accord? Dans les autres systèmes, ce ne seront pas les coordonnées. Je ferai un commentaire sur le sujet quand on arrivera à ça. Mais le mot coordonnées, ici, a un mauvais... il est inspiré des cartésiens, mais manque de peau, ça glisse pas bien. Donc, on a donc l'expression du vecteur OM. Ça s'écrit comment, ça?
avez appris votre cours. Donc à chaque fois, c'est le OM scalaire EX fois EX, d'accord? Ouais. C'est une norme, enfin OM. Non, c'est pas celui-là qui m'intéresse. Ah oui. Ouais. X fois EX. C'est effectivement X fois EX plus Y fois Y plus Z fois EZ, tout simplement parce que je vous rappelle que tout vecteur s'écrit comme CE1 plus C22 plus C3, avec C1, C2, C3 ses coordonnées, et C1 c'est à chaque fois le vecteur scalaire, le vecteur qui va bien. D'accord? Donc ça c'est vraiment le truc important. On en déduit que la norme de OM, c'est quoi? Ouais. C'est effectivement racine de x carré plus y carré plus z carré. Ça, c'est la définition de la norme qu'on a vue dans le cours sur les vecteurs. D'accord? Et là, je vais aller assez vite parce que pour le coup, ça se passe super bien. Comme EX, EY et EZ sont indépendants, sont fixes, ça veut dire que EX, EY et EZ sont comment par rapport au temps? Ils sont constants, ils sont donc indépendants du temps. D'accord? Ils sont indépendants du temps. Ce qui rend cette base particulièrement sympathique, parce que quand vous allez dériver ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, la seule chose que vous allez dériver, ce sont les composantes, et les vecteurs ne vont pas venir vous faire chier. D'accord? Ce qui est quand même sympa. Donc, la vitesse, c'est égal à x.ex plus y.ey plus z.ez. D'accord, vous dérivez littéralement chaque terme, mais comme les vecteurs sont des constantes, vous n'avez pas de problème, c'est facile. Et l'accélère. Donc le vecteur élémentaire dl vaut dxex plus dyey plus dzez. J'ai tout simplement multiplié par dt la vitesse et à chaque fois expliqué que dx sur dt fois dt, ça valait dx. Et le troisième, c'est l'accélération. Pareil, c'est compliqué. C'est x point point ex plus y point point ey plus z point point ez. Voilà la définition des coordonnées pour l'intégralité du bordel. D'accord? Petite remarque, on aura également besoin d'un truc qu'on fait très souvent. Alors je vais quand même vous poser deux questions histoire de voir si vous avez pigé. Quelle est l'expression de A scalaire EY? C'est écrit là. Ouais. C'est Y point point tout court, d'accord? Donc la composante selon Y de A, c'est Y point point, d'accord? Juste vous les prélevez sans problème. Un truc dont on aura besoin extrêmement souvent, c'est V carré. Tout simplement parce qu'on va l'utiliser dans 1,5 de M V carré. Et dans d'autres formules, il y a énormément de relations avec des V carrés en mécanique. Et V carré, ça vaut quoi ici? Effectivement, ça vaut x point au carré plus y point au carré plus z point au carré. Et c'est la définition de V carré, sans aucune forme de problème. C'est tout simplement la somme des carrés de ces trois composantes. Oui. Parce que c'est la définition, ils sont fixes. C'est dans la définition des coordonnées cartésiennes, on dit que c'est une base orthonormale directe qui est fixe. Je l'ai écrit. C'est le seul truc important. Oui, je l'ai écrit, c'est bon. Non, mais parce que si je ne l'ai pas écrit, c'est sûr que ça ne va pas. On est d'accord là-dessus? Ces relations-là, celles qui sont derrière moi, là, sont à savoir par cœur pour lundi. C'est pas les plus dures, mais au moins ça va commencer à vous... Donc là, vous allez apprendre de la poésie, parce que vous en avez un jeu comme ça par système de coordonnées. Voilà.